RRB, l'invité du matin. Bonjour Olivier Galli. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'UNC et vous avez publié une étude dans une prestigieuse revue. Déjà, sur quoi elle porte cette étude et où on la retrouve ? Oui, alors cette étude, elle a été publiée par l'équipe déjà. Nous sommes plusieurs sur cette publication. C'est l'équipe du laboratoire interdisciplinaire de recherche en éducation de l'UNC. Cette étude concerne l'alimentation des adolescents. Ensuite, le temps de sommeil et temps d'écran et tous ces facteurs liés à l'obésité et en fonction du lieu de vie des adolescents en Nouvelle-Calédonie. Et donc vous l'avez publié récemment en septembre, vous avez publié une partie en tout cas de cette étude. Oui, effectivement, c'est un gros projet qui a duré plus de 2 ans. Une des premières publications, c'est la publication dans The Lancet Regional Health, notamment sur la santé régionale dans le Pacifique, où nous avons publié le 12 septembre cet article. Donc vous partez d'un constat, c'est qu'un adolescent sur 3 est en situation de surpoids ou d'obésité en Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est des chiffres qu'on retrouve là depuis quelques années en Nouvelle-Calédonie, que ce soit sur les résultats des organisations gouvernementales comme l'Agence sanitaire et sociale ou alors les études précédentes que nous avons menées. On part de ce constat-là effectivement. Et pour expliquer un petit peu ce surpoids et cette obésité, il y a plusieurs facteurs. Les facteurs, ils peuvent être socio-environnementaux, individuels, familiaux. Il y a l'éducation. Nous, on s'intéressait là plus particulièrement au mode de vie. Et donc, dans le mode de vie, on parle d'alimentation, on parle d'activité physique et d'inactivité. Donc, comment ça s'est passé ? Vous êtes allé voir des jeunes un petit peu partout sur le territoire pendant 2 ans ? Alors, c'est un projet qui a été monté en collaboration avec le vice-rectorat. On a identifié donc des établissements et ensuite un protocole qui a été mis en place dans chacun de ces établissements et nous nous sommes déplacés dans chacun de ces établissements pour faire notre étude. Parce qu'il fallait que ce soit représentatif du territoire, que ce soit en termes de population ou même de géographie. Tout à fait. On est obligé de considérer un certain nombre de variables pour que ce soit représentatif et donc ce qui nous a amené à avoir plus de 1200 élèves sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, sur les 3 provinces, sur la côte Est comme sur la côte Ouest, avec une répartition par communauté et par âge qui était indispensable. Concrètement, comment elle s'est déroulée cette étude ? C'est sur base de questionnaires notamment ? Alors oui, il y a plusieurs parties. Dans cette étude-là, il y a une partie qui a été réalisée via des tablettes sur des questionnaires. On se base bien évidemment sur des questionnaires qui sont déjà validés à l'international, dans des publications qui sont aussi traduits en français et validés en français. Donc c'est pas mal de contraintes en amont pour identifier les bons outils. On les met dans des questionnaires en ligne et ensuite on fait passer les questionnaires sur 1 heure de cours avec le professeur et les élèves. Ça, c'est pour une première partie. Une deuxième partie concerne plutôt les sciences humaines et sociales, où là, on fait des entretiens individuels ou en collectif. Là, c'est les collègues nous avons un collègue de Toulouse, du CNRS de Toulouse, qui est venu en mission sur le territoire dans le cadre de ce projet et qui a piloté le projet avec nos collègues de l'UNC. Cette partie du projet, en tout cas, la dimension sociologie de l'alimentation et socio-anthropologie. Qu'est-ce qu'il en ressort concrètement sur l'alimentation de nos adolescents ? Ils mangent mal ? Alors, on peut pas dire qu'ils mangent bien ou qu'ils mangent mal. C'est difficile de déterminer. Effectivement, de déterminer ce qui est bien ou ce qui est mal. Ce qui est important, c'est de manger équilibré. Et c'est là où on a un problème. On a des déséquilibres dans les patterns alimentaires, avec bien évidemment une alimentation bien souvent trop sucrée quand elle est liquide ou quand elle est solide. Je pense aux boissons sucrées, je pense également aux produits transformés que l'on achète et notamment tout ce qu'on appelle le snacking. Voilà. Donc ça multiplie les prix alimentaires, c'est très riche en sucre. Voilà. Et donc ceci est souvent cumulé à une alimentation traditionnelle ou l'alimentation que l'on va retrouver dans les cantines ou à la maison. Donc effectivement, il y a un déséquilibre dans les patterns alimentaires. C'est quoi ? C'est le petit encas qu'on prend en plus qui est en trop ?
Oui, on va retrouver ça très fréquemment le matin quand les enfants vont à l'école, et on va également retrouver ça quand les enfants reviennent de l'école le soir. C'est-à-dire qu'on est au-delà des prises alimentaires nécessaires pour un bon équilibre alimentaire, et ça engendre, c'est un des facteurs du surpoids. Oui. Ce que vous avez remarqué aussi, c'est que les personnes qui sont les ados, qui sont le plus en situation de surpoids, ce sont ceux aussi qui ont une alimentation traditionnelle, qui pour le coup est une alimentation équilibrée et qui est faite de produits sains, on va dire. Ouais, donc ça, c'est assez surprenant. Ouais, ça fait partie des choses qui nous ont surprises quand on a réalisé quand on a analysé nos résultats. Et effectivement, on peut très bien. Alors, il y a le facteur déclaratif, parce qu'on n'est pas derrière les personnes à analyser exactement ce qu'elles mangent. Voir si c'est bien vrai. Voilà. On sait aussi que les gens qui sont en surpoids ou obèses ont tendance à sous-estimer ce qu'ils déclarent. Et de notre côté, on peut très bien déclarer manger équilibré, mais avoir des prises, on va dire, anarchiques, des prises alimentaires anarchiques, multiplier les repas et arriver sur des quantités bien plus grandes. On s'est intéressé aux fréquences alimentaires. On n'a pas pu quantifier toute cette prise alimentaire. Ça fait partie des prochains projets. Surpoids et activité physique, vous avez réussi à faire un lien aussi sur ce domaine ? Oui, alors l'activité physique, c'est quelque chose qui est un peu plus... je vais pas dire complexe, mais la mise en œuvre est un petit peu plus technique, parce qu'il s'agit de porter des bracelets accéléromètres. Donc là, c'est un bracelet que l'on met au poignet et qui enregistre l'activité physique pendant 7 jours. Derrière, il faut analyser ces données, et donc c'est du matériel qui fait que l'on n'a pas eu le même échantillon. On n'est pas sur 1200 élèves, mais 200 élèves pour lesquels on a enregistré. Totalement, c'est suffisant, oui. Parce qu'on a une quantité d'informations incroyable pendant une semaine. Donc ça nous permet d'avoir tout un tas d'informations sur le sommeil, mais de façon mesurée et objective, l'activité physique, que ce soit dans le temps de classe, dans le temps d'école et dans le temps familial. Semaine et week-end. Et nos jeunes font assez d'activité physique ? Nos jeunes ne font pas assez d'activité physique. Ils restent actifs. Mais on se rend compte qu'on a plus de 50% des enfants qui sont en dessous des standards internationaux. Les standards internationaux, c'est 60 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse. C'est pas 60 minutes d'activité physique à marcher. C'est pas nécessaire, c'est pas 60 minutes d'activité physique d'une intensité légère. Cette activité modérée à vigoureuse, on la voit quand on fait soit une pratique de jardinage intense, quand on porte des charges, soit quand on va pêcher par exemple, quand on va chasser, mais en se déplaçant à pied, quand on va également faire du sport. Voilà. D'accord. Donc l'activité physique modérée à vigoureuse, elle est nécessaire pour le bon développement cardiovasculaire de l'adolescent. Et c'est celle-ci qui est en sous-représentation. Par rapport aux standards internationaux ? Par rapport aux standards internationaux que donne l'OMS. Donc c'est quoi à peu près le ratio ? 60 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse, ils en ont que 30. D'accord, donc la moitié. La moitié, oui. Ouais. Et sur le sommeil aussi, cet accéléromètre là a pu tester un peu le sommeil. Ils ne dorment pas assez non plus. Oui, juste une information complémentaire très intéressante que l'on a observée en Nouvelle-Calédonie, c'est que les filles sont moins actives que les garçons. Et plus particulièrement les filles qui vivent en milieu rural. Donc on n'a pas pu dégager toutes les causes explicatives, mais il y a un point d'intérêt particulier sur l'activité physique des adolescentes vivant tout particulièrement en milieu rural. D'accord, voilà. Ça c'est à noter. Voilà. Par rapport au sommeil, les adolescents calédoniens dorment en moyenne 8h30. C'est ce qu'ils déclarent. D'accord, et il faudrait 9h30. Oui, donc là aussi... pareil, on est en dessous des standards internationaux. Et ça joue un rôle aussi sur le surpoids ? Complètement. Alors le temps de sommeil est important pour le développement, encore une fois, de l'adolescent, qui n'est pas encore ce jeune adulte. L'adolescent et le sommeil, c'est aussi des choses qui vont l'aider à c'est un aspect de leur vie qui va les aider à se développer cognitivement. Les premières phases de nuit sont très très importantes, donc on peut imaginer, puisqu'on va parler des médias, on peut imaginer que l'utilisation des tablettes, des écrans en général, se fait aussi le soir. Donc ça retarde l'heure du coucher et donc de l'endormissement de l'adolescent. Parce que là aussi, ils consomment un petit peu trop d'écran. Oui, là c'est pareil. Là, on va se retrouver à plus de 3h30 d'écran au quotidien chez les adolescents calédoniens, là où il faudrait que l'on soit à moins de 2 heures. À moins de 2 heures. Ce que vous faites aussi comme constat, c'est que
potentiellement la génétique aussi rentre là-dedans, puisqu'on voit toutes vos données que vous avez amassées là et qui n'expliquent pas forcément la situation d'obésité, notamment chez les populations mélanésiennes ou polynésiennes. Ouais, alors nous ne sommes pas généticiens, mais en lisant la littérature et en s'intéressant à cette problématique de surpoids et d'obésité, notamment chez les adolescents, on se rend compte que, par ailleurs, quand des chercheurs se sont intéressés aux facteurs génétiques, il y avait quand même quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, on sait que les adolescents, en Calédonie, les adolescents mélanésiens ou polynésiens avaient entre 1,5 et 5 fois plus de chances d'être en surpoids et obèses. C'est énorme. Quel que soit ce qu'ils mangent, quelle que soit leur activité physique. Donc on peut dire que c'est pas des facteurs individuels. Ils vont contribuer effectivement, ils sont très importants pour le bien-être, l'équilibre. Mais en termes de facteurs de risque, il est ailleurs. La cause est ailleurs. Et des hypothèses ont été émises par d'autres équipes de recherche autour du facteur génétique. Et c'est pas à exclure pour la Nouvelle-Calédonie également. En fait, toute votre étude a permis aussi de montrer ça, qu'il y a un autre facteur qu'on ne connaît pas aujourd'hui sur le territoire. C'est ça ? Oui. Il y en a plein d'autres, et bien évidemment, parce que les facteurs, comme je disais, individuels, environnementaux, sociaux, ils sont la complexité du mode de vie fait qu'il y a plein de facteurs. Mais là, normalement, vous êtes attaqué aux principaux, on va dire. Oui, aux principaux. Grosso modo, le surpoids et l'obésité, à l'échelle de la planète, pourrait être expliqué à 85% par une bonne alimentation et une activité physique correcte. Et donc, ce qu'on sait, c'est que les études génétiques en Nouvelle-Calédonie, c'est pas prévu pour le moment. Ça a fait longuement débat. Ça a été refusé, notamment par le Sénat coutumier il y a quelques années maintenant. Oui, effectivement. Est-ce que c'est dommage pour des chercheurs de pas avoir accès à ces données-là ? C'est pas forcément pour des chercheurs. Moi, je dirais que l'intérêt, c'est pas nous. L'intérêt, c'est les populations. À la fois, nous sommes un laboratoire interdisciplinaire de recherche en éducation. On n'est pas un laboratoire de génétique. C'est pas dans nos compétences, déjà. Mais à un moment donné, peut-être que la population pourrait avoir un intérêt ou pas à s'intéresser à cette problématique. À savoir si oui ou non il y a un gène de l'obésité. Tout à fait, oui. L'intérêt, il est plutôt sociétal que du côté des chercheurs. Est-ce que ça permettrait de mettre des choses en place ? Oui, complètement, oui. Bon, à la fois dans des actions d'éducation et de promotion de la santé, mais en même temps dans des perspectives médicales. Tout à fait, oui. Alors on le disait au début de cette interview, c'est que cette étude a été publiée dans The Lancet. Ouais. C'est une prestigieuse revue. Qu'est-ce que ça apporte concrètement pour l'UNC d'avoir une publication comme ça qui paraît dans ce type de revue ? Concrètement, ça permet de mettre l'Université de la Nouvelle-Calédonie sur la carte scientifique mondiale. Il faut savoir qu'on est très petit en Nouvelle-Calédonie, on est comme on dit un petit confetti au milieu du Pacifique. D'avoir cette possibilité d'être accepté par une ligne éditoriale aussi prestigieuse, ça permet de montrer à la fois que la recherche que l'on fait a un intérêt au niveau mondial, que l'impact pour les populations est bien là, parce que c'est ce que cherchent les revues aussi. Donc les Calédoniens bénéficient également de ce genre de travaux. Et ensuite, ça permet, on va dire que ce sont des marchepieds, ça permet de développer d'autres programmes de recherche, parce qu'il faut savoir que la recherche est financée par des bailleurs de fonds, et que les bailleurs de fonds font confiance aux équipes qui ont de la lisibilité et qui ont une forme de légitimité. Et ça a été le cas suite à ce projet que l'on a mené avec un projet européen que l'on a décroché là il y a 1 an maintenant, qui va voir le jour autour de l'agriculture familiale, du mode de vie et de la santé. C'est le projet FALA. Voilà. Donc grâce vraiment à ces publications-là, l'UNC va pouvoir rayonner au niveau régional. Entre autres, oui, à ces publications, à ces projets. Je crois clairement qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie et l'université peut dire qu'ils ont un positionnement international sur la recherche sur ces thématiques-là. Et d'un point de vue plus personnel, pour vous, pour l'équipe, ça représente quoi ? C'est beaucoup de fierté, je suppose ? Oui, c'est un travail d'équipe. Il faut souligner le travail de Stéphane Frayon, qui est notre collègue, qui est chercheur associé, qui a piloté tout particulièrement cette publication, qui est docteur en endocrinologie et professeur agrégé au lycée La Pérouse, qui, grâce à un partenariat aussi avec le vice-rectorat, nous a permis de valoriser ces données et de porter cette publication. Donc, effectivement, oui,
je suis très content pour l'équipe. C'est l'aboutissement de maintenant plus de 5 années de travail. Donc je crois que là, oui, on est tous très satisfaits, effectivement. Ouais. Merci beaucoup Olivier Galli d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'UNC.